Une super bonne pratique à prendre en compte, surtout pour des catalogues qui commencent à dépasser les 10-15 références de produits, c'est d'avoir le moins d'étapes possible entre ta homepage et l'arrivée sur la fiche produit. Cumule pas 50 prestataires de paiement différents. Je conseille toujours de rester dans une démarche informationnelle. Accepter que ton cycle de vente sera plus long, capturer du mail et continuer à travailler le prospect. C'est le meilleur moment pour la challenger sur la quantité de produits qu'il achète, sur l'abonnement qu'il n'a pas ajouté sur l'étape précédente. Concentrez-vous sur l'acquisition. Mettez un maximum d'énergie sur l'acquise parce qu'on fait rien quand on n'a pas encore stabilisé du trafic. On se retrouve aujourd'hui dans la partie 2 de cette vidéo au sujet de la partie CRO et Pinterest justement pour faire et avoir le meilleur parcours de conversion et optimiser au max le taux de conversion sur Shopify. Donc on se retrouve sur cette partie 2 avec Thomas. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite vraiment à la visionner. Donc Thomas, est-ce que tu es prêt pour cette seconde partie ? Je suis prêt, mais n'oubliez pas aussi de vous abonner, les amis. Parce que si tu cales les call to action à la fin de la vidéo et que tu as seulement un watch time complet de, je sais pas, genre seulement 30 ou 15% des gens finissent ta vidéo, et bien en fait à la fin, personne ne pense à s'abonner. Et c'est vrai, pour l'avoir test, quand tu dis aux gens de s'abonner, tu as plus de gens qui s'abonnent. Parfait. Ça peut paraître paradoxal parce que du coup, moi, je ne suis pas un mec qui s'abonne. Ok. Mais à Skip, ça marche. Ok, on va tester. Je vais check mes analytics juste après, donc abonnez-vous direct. Du coup, on enchaîne aujourd'hui sur cette seconde partie de vidéo. Objectif de cette vidéo, c'est de décomposer le funnel d'acquisition et derrière, de voir quelles sont les meilleures composantes à ajouter sur la page produit, page ajout au panier, page checkout, pour avoir vraiment le détail complet et de ressortir de cette vidéo avec un site vraiment optimisé à fond. Donc on va démarrer directement sur la partie page produit. Quelles sont typiquement les composantes de base qui, d'après ce que tu as vu, font vraiment la différence et comment tu structures cette page-là? Quelle est la structure, on va dire, parfaite? Tu en as parlé rapidement dans la vidéo précédente et qu'on se focus aussi sur la partie témoignage, parce qu'on n'a pas parlé dans la vidéo d'avant. Comment tu gères aussi cette partie-là pour que tout soit Tu parles de preuve sociale ? Preuve sociale, exactement. Ok. Donc en effet, il y a un peu un tronc commun qu'on appelle les fondations, mais il y a aussi une pyramide, comme on appelle en interne chez nous, de l'impact. Il y a des choses qui impactent vraiment la prise de décision de l'utilisateur à l'achat. Et généralement, c'est sur ces choses-là que tu te concentres, surtout au début. Et puis, tu vas mettre des composants plus fins sur la fin qui concernent aussi ton métier. Il y a des choses légales. Typiquement, tu es une marque de cosmétiques où tu vends des choses qui s'ingèrent. Tu es obligé de lister généralement tes ingrédients ou tes principes actifs. Ça, c'est assez inévitable. Mais donc, fondation, je vais tracer un petit peu plus vite que sur la première vidéo. Visuel produit qualitatif, des visuels produits sous plusieurs angles. On essaye de briser des objections grâce au visuel produit, pas forcément avec du texte, mais en montrant le produit en utilisation, plutôt lifestyle, face avant, face arrière, parce que parfois il y a des informations aussi sur les packaging, de montrer le packaging, à quoi s'attendre quand on va recevoir le produit dans notre boîte aux lettres, parce que parfois il y a un câble à l'intérieur et en fait on n'en parle jamais dans notre fiche produit, et juste de montrer la photo du produit dans son packaging avec le câble brise instantanément l'objection. On ajoute de plus en plus de vidéos produits en utilisation, en mouvement, parce qu'on va pouvoir communiquer beaucoup plus de choses. Est-ce qu'il y a des apps là-dessus pour ajouter des vidéos sur la page Dans un premier temps, on va à l'essentiel, on ajoute la vidéo à l'intérieur du carrousel produit comme on upload ces images. Ça, c'est pour le carrousel. C'est la première chose avec laquelle ton utilisateur va interagir sur le site, et c'est là-dessus que tu dois évidemment te concentrer. On réutilise le moins de visuels produits qu'on trouve je ne sais pas où. On produit ses propres visuels via des shootings ou via des solutions. Il y a des boîtes qui le font très bien. Je pense à une boîte qui s'appelle Omi, qui fait de la 3D. Ça ne se prête pas évidemment à tous les produits, mais ça te permet de générer des visuels en masse, autant pour ton acquisition que ta fiche produit. On va passer beaucoup de temps dessus. On se concentre ensuite sur son pricing. On ne met pas de réduction à l'année ou peu importe. On justifiera ou on mettra en place des réductions grâce à l'offre qu'on va formuler et qui arrivera un petit peu plus tard. On se concentre ensuite sur les bénéfices de son produit, justifiés par la suite aussi par ses fonctionnalités.
Tout ce qui est label, certification, généralement, on va le remonter le plus rapidement possible sur la fiche produit. C'est là-dessus qu'on va aller chercher de l'autorité ou augmenter la valeur perçue de nos produits grâce à son lieu de production, par exemple, ou à quel point son circuit global est court. Parmi les labels, on va avoir tout ce qui est agriculture bio, les Ecotex ou les certifications liées à l'entreprise au global. Voire même sur les tests pratiqués en laboratoire, tu vois, c'est des trucs qui reviennent beaucoup. Ça vient encore une fois s'illustrer autour d'une proposition de valeur qui est comprise par l'utilisateur et donc un utilisateur qui est bien compris de ton côté, tu vois. Il faut qu'on sache à qui on s'adresse, qui est-ce qu'on cible, et puis lui, il faut qu'il comprenne instantanément si le produit il est fait pour lui et lui permet d'atteindre, dans la majorité des cas, sa situation désirée. Tu vois. Et sur les photos collection, enfin sur la page collection, enfin où tu mets justement les différentes photos, comment tu gères cette partie-là persona? Admettons, on cible majoritairement des femmes de plus de 25 ans. Est-ce que tu vas tester des personnes un peu plus âgées, plus jeunes, tu te cales à l'audience ou est-ce que tu fais des tests aussi là-dessus? Difficile de cibler réellement à l'intérieur de tes pages de collection. Généralement, ce qui se passe quand tu rediriges directement ton trafic depuis la page de collection, c'est qu'il a capté qui tu étais et ta proposition de valeur. Il a soit capté depuis ta navigation parce qu'il est arrivé depuis ta homepage ou alors il est revenu en arrière sur une page produit et donc il a eu envie de découvrir un petit peu plus ton produit. Certes, il y a un peu de contenu sur les pages de collection, mais on te recommande toujours de visualiser des produits, particulièrement sur les mobiles, le plus rapidement possible. Hein. On doit comprendre qu'on est sur une page de catégorie et qu'on va avoir accès à un catalogue. Et on recommande aussi de montrer un peu différentes pièces de navigation pour montrer la profondeur du catalogue en dehors de cette page de collection-là, si le catalogue est plus grand, pour qu'on puisse comprendre le scope global de la marque. S'il n'est pas éduqué par la page d'accueil avant d'arriver par la collection, il est éduqué par la créa. Il est éduqué par la publicité ou son intention de recherche. Donc généralement, tu vas te concentrer sur la qualité des visuels du produit et l'aider à faire son choix de la meilleure manière possible parce que tu es dans une phase de navigation et il doit s'engager sur une fiche produit. Le truc le plus important, c'est qu'il doit faire le moins de marche arrière possible. Il est dans une situation dans laquelle, en tout cas en termes d'expérience utilisateur, on recommande d'aller le plus souvent possible vers l'avant avec le moins de retour en arrière. Donc quand il s'engage sur une fiche produit, ça doit être pour la bonne raison et tu dois lui donner les bons éléments. Soit grâce à des badges ou des étoiles d'avis par exemple, parce qu'on va faire le choix safe. Généralement, dans la plupart des cas, on va se diriger vers le best-seller, celui qui a le plus d'avis ou celui qui a été nommé aux victoires de la beauté parce que tu as réussi à le mettre en avant. Sur des pages d'inspiration, par exemple des sites d'idées cadeaux, on permet à l'utilisateur souvent de pouvoir scroller les visuels du produit, ou même sur des marques fashion, avant de s'engager sur la fiche produit, parce qu'on peut voir le produit porté, on se projette mieux, et quand on s'engage, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse. Et voilà, il y a différentes écoles. C'est important de lister les variantes aussi, par exemple, s'il y a des variantes de couleurs, et de pouvoir aussi visualiser l'aspect du produit dans ces différentes variantes. Et on a les grandes lignes, tu vois. Ouais, très clair. Et ça, du coup, ça, c'est pour la page produit. Et après, collection. Collection, pardon. T'as switché d'ailleurs, on n'avait pas forcément fini, mais ouais. Non, je voulais faire un petit switch justement sur la homepage. Typiquement, c'est vrai que j'en ai pas parlé au début de cette vidéo, mais là, quelle est la structure parfaite d'une homepage pour qu'elle soit justement alignée avec les autres pages du site, et quel est le but à proprement parler d'une homepage? Ouais, pareil, il y a plusieurs écoles. Typiquement, les homepages vont être plus riches et plus grosses sur des boîtes qui font beaucoup de SEO. On va l'enrichir en contenu, il va y avoir beaucoup de sections, il va y avoir beaucoup de mise en avant de produits, mais on va pas parler de ça, on va parler de performance. Généralement, le rôle de ta homepage, déjà, sur le plus important, évidemment, c'est le haut de cette page. Le reste, tes réassurances, comment tu structures ton footer, ça viendra un petit peu plus tard. Mais le plus important, c'est qu'un utilisateur qui land sur ta homepage, qui arrive sur ta homepage, il doit comprendre si c'est fait pour lui et s'il va y trouver la solution qu'il recherche. Évidemment, ta homepage, elle peut éduquer. Évidemment, parfois, on a besoin de beaucoup plus d'éducation, mais elle doit engager dans tous les cas, tout comme elle peut te permettre de comprendre instantanément à quoi ça correspond. L'erreur que font la plupart des boîtes, c'est d'annoncer des nouveautés sur ces encarts-là. Des sorties de produits, la sortie du programme de fidélité,
des choses qui s'adressent à des utilisateurs qui connaissent déjà la marque et pas à ceux qui la découvrent, tu vois. Et ça, c'est super dommage parce que généralement, ceux qui connaissent déjà la marque, qui sont revenus sur ton site, ils sont revenus pour une raison, pour trouver quelque chose. Ils sont repassés par ta page d'accueil parce qu'ils sont arrivés en direct, ils ont tapé le nom du site depuis l'URL. Mais du coup, on tourne le dos à la majorité du trafic. Et c'est encore pire que de viser un certain angle marketing et plus un autre. Et du coup, de prendre le choix d'avoir une fiche produit, une structure de discours qui est moins généraliste et plus orientée sur quelque chose. La pire étape justement, c'est de retirer cette proposition de valeur et de retirer le fait d'établir les fondations avec l'utilisateur. C'est-à-dire, j'ai compris qui tu étais, dans quelle situation tu étais, voici ce que tu vas trouver, comment on va apporter aussi une solution qui est différente ou qui va se démarquer de telle et telle manière, en combien de temps. Et bien, évidemment, ça va arriver par la suite. Et si on a beaucoup de produits, on met en avant les best-sellers, comment ça se... Généralement, juste en dessous, on va annoncer, en tout cas c'est ce qui se fait de mieux, on va annoncer les produits. Une super bonne pratique à prendre en compte, surtout pour des catalogues qui commencent à dépasser les 10-15 références de produits, c'est d'avoir le moins d'étapes possible entre ta homepage et l'arrivée sur la fiche produit. Plus tu vas réduire ce funnel-là, plus tu vas réduire les objections potentielles conscientes comme inconscientes qui vont être créées chez l'utilisateur. Donc généralement, si tu peux éviter de passer par une page de collection entre les deux, donc dans la manière dont tu vas structurer ton menu ou les éléments sur ta fiche produit, sur ta page d'accueil, tu vas le faire. Donc je te conseille de lister évidemment tes meilleures ventes juste en dessous. Ça peut être après une petite liste de bénéfices si ça complète la compréhension de ta proposition de valeur et si tu as besoin de ça pour le faire, tant mieux. Tu pourras tester même de mettre certains arguments d'autorité parce que ton site est validé par ça et puis ça dépendra aussi du taux de nouveaux utilisateurs qui arrivent sur cette page-là. Mais oui, tu annonces des produits et généralement, tu as des composants qui marchent super bien pour annoncer les produits. C'est des sortes de collections en vedette avec tab. C'est-à-dire que je vais pouvoir annoncer mes best-sellers, mes nouveautés ou une catégorie à mettre en avant en fonction de la saison au même endroit sans prendre plus de hauteur de scroll et avec un utilisateur qui a juste à cliquer sur les 3 catégories pour voir les produits que je mets en avant. Si j'ai un catalogue qui est plus grand, à cet endroit-là ou 2 sections en dessous, je vais annoncer mes catégories cette fois-ci pour vraiment donner une vue d'ensemble globale à l'utilisateur qui comprenne la profondeur de mon catalogue et ce qui se cache aussi derrière ça. Comment, grâce à quoi, du coup, je permets de répondre à cette proposition de valeur que je viens annoncer. Et entre les deux, on va ajouter généralement des choses qui rassurent. Soit sur les preuves scientifiques de ton produit, de la preuve sociale ou d'autres arguments que tu vas avoir comme ces fameux labels qui encore une fois me permettent de mieux comprendre. J'ai compris qui tu étais, ce que j'allais y trouver, j'ai compris ce que tu proposes et j'ai compris pourquoi ce que tu proposes est plus qualitatif et en effet, je suis d'accord avec toi, cette proposition de valeur me convient, j'ai envie d'aller plus loin. Tu vois. Ta page d'accueil, elle l'oriente. À la finalité. À la fin, elle permet à l'utilisateur de dire c'est fait pour moi ou pas et dans quelle direction, où est-ce que je vais, tu vois. Ok, super clair. C'est vrai que tu parles beaucoup des labels en termes de performance. Du coup, c'est vraiment ça qui fait... Enfin, ça permet vraiment de mettre en avant les aspects de la marque qu'il faut et ça fait vraiment une grosse différence d'après ce que tu as vu sur tes testings. Je pense, en fait, un label, un badge, peu importe, positionné sur un visuel produit ou listé sur une page, ça permet de communiquer plein de trucs. À la fin, évidemment, ça permet d'augmenter la valeur perçue du produit. Ça permet pour l'utilisateur de faire un choix plus safe. Mais tu peux communiquer au même endroit des garanties. Tu peux En fait, ça dépend où tu en es dans ton éducation, à quel point ton éducation, au niveau de ton produit ou de ce que tu fais, elle est claire, et à quel point tu es dans le sentiment où tu as plus besoin de rassurer au global sur le fait que ton produit marche vraiment ou il est bon ou pas. Et en fait, tu adaptes aussi les composants que tu vas afficher sur ton site par rapport à ça. Très clair. Bon moyen de le savoir, by the way. Pas besoin de rentrer dans les analytics profonds et tout, etc. Récupère simplement les patterns, les choses qui reviennent le plus à ton support parce qu'elles reflètent souvent des incompréhensions sur ton chemin, sur ton discours. Et c'est une bonne manière d'aller piocher de l'information efficace et d'y répondre par la suite, de faire des premiers changements sur son site, surtout en termes de discours. Tu vois. Complètement. Donc là, on a vu la home page, page produit, page collection. Maintenant, quand une personne ajoute au panier, quels sont les éléments
à optimiser sur cette page-là? Ok. Il y a du vrai, il y a du faux, mais encore une fois, si on check la première vidéo, il n'y a pas trop de généralité. Par contre, on peut toujours parler en termes d'impact potentiel. C'est ça qui est super important à comprendre. C'est-à-dire que oui, tu peux le voir sur certaines marques. Il y en a beaucoup qui listent les logos des prestataires de paiement acceptés sur les étapes suivantes. C'est utile. Impact, pas impact potentiel, pas monstrueux. Je suis pas en train d'ajouter de l'information sur mon produit. Je suis pas en train de péter des objections qui sont super importantes. Dans tous les cas, je suis sur une boutique de commerce. Je sais que je vais pouvoir payer et c'est quand même de plus en plus courant. Ce qui marche bien sur les et ça va compléter ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Je t'ai dit tout à l'heure que l'AOV, c'est une variable qui est un peu plus facile à toucher que le taux de conversion. Je n'ai pas éduqué de nouvelles personnes pour qu'elles ajoutent au panier et qu'elles me montrent une intention d'achat. Là, elle vient d'ajouter au panier. Elle m'a montré justement cette intention d'achat ou au moins le fait qu'elle était intéressée par ce produit-là. C'est maintenant que je dois la challenger. C'est le meilleur moment en tout cas pour la challenger sur la quantité de produits qu'il achète, sur l'abonnement qu'il n'a pas ajouté sur l'étape précédente, sur le produit complémentaire pour appliquer le baume que je viens d'acheter, peu importe. Donc généralement, on utilise une petite jauge de livraison pour challenger sur la quantité de produits un petit peu plus haute que mon AOV moyenne. Et en fait, c'est pas une vérité absolue aussi. Hein. Tu places ton curseur où tu veux, mais généralement pour compléter avec l'accessoire ou sur une seconde quantité, particulièrement si tu challenges déjà sur les étapes précédentes, on va ajouter souvent, et c'est ce qui se fait de plus en plus et ça marche super bien, une deuxième étape sur cette jauge pour aller plus loin avec un cadeau offert ou un autre type de livraison qui va être offert. J'aime bien et de plus en plus, et ça devient quasi une bonne vérité, surtout pour les boîtes qui chargent des frais sur la livraison. J'aime bien communiquer sur le pricing de cette livraison avant que l'utilisateur s'engage sur les étapes de checkout pour réduire ma perte là-bas et aussi être transparent. Et donc, avant qu'elle soit offerte, eh bien, je vais lui mentionner en moyenne ou le montant minimum. Et puis, quand elle est offerte, je vais lui mentionner encore plus qu'elle pas faire déçu sur la dernière étape. Qu'elle est offerte. Et après, oui, donc généralement, je vais, au niveau du produit que j'ai ajouté au panier, je vais, dans cet encart-là, rappeler les réductions, etc., tous les bénéfices qu'il a eu. Et puis, je vais aussi challenger sur d'autres choses que je peux challenger, donc la quantité de produits ou d'autres fonctionnalités comme l'abonnement. Généralement, si, par exemple, je sais pas, j'offre un e-book et de l'éducation, ça m'a aidé à déclencher mon add to cart, et ben, je vais le rappeler aussi sur mon panier. Je vais le mentionner comme un produit à part entière pour montrer qu'il existe, qu'il est à 0 €. Et tu as une app EasyGift qui s'appelle sur Shopify qui fonctionne super bien pour faire ça en fonction de certaines conditions. Et puis ça permet aussi d'ajouter un produit qui a un certain prix sur ta boutique gratuitement dans ton panier et de le mentionner en plus comme un élément à part. Et puis après, ouais, une liste de cross-sell qui a du sens. Qui plus est, une liste de cross-sell dynamique par rapport aux produits que l'utilisateur a ajouté au panier. Ça me permet d'orienter et de faire des recommandations qui ont un peu plus de sens. Et puis après, évidemment, je vais m'adapter en fonction de la marque. Une marque de fashion, je vais toujours rassurer sur la simplicité des retours ou les objections continues à briser ou rassurer sur les objections relatives à la taille, par exemple. Et voilà, évidemment, c'est des choses qui peuvent changer, tu vois. Ok. Donc ça, c'est pour la page ajout au panier. Et la dernière page, page checkout. Page checkout hors Shopify plus tout court, même avec le changement de type de checkout, j'ai quand même moins de pouvoir d'action, mais tant mieux. Il faut se dire que certes, le checkout de Shopify, le one page comme l'ancien, peu importe, il est normé. Et c'est pas en changeant des choses sur ce checkout que tu vas fondamentalement changer les performances de ta boîte, parce qu'il est normé, il fonctionne, il a été prouvé des millions de fois. De commandes, et c'est ça aussi qu'il faut comprendre dans l'optimisation du taux de conversion, même de tes profits sur le site, c'est que ton rôle, c'est de faire en sorte que de créer une offre irrésistible et de rendre évident l'achat de ton produit pour régler la situation dans laquelle on est à l'heure actuelle. Que ce soit un problème profond, santé, quelque chose d'urgent, ou que ce soit simplement un besoin d'offrir un cadeau à un ami. Enfin, toutes les raisons sont bonnes.
Ton rôle, c'est d'amener des utilisateurs au checkout qui sont convaincus, tu vois. Et c'est pas au checkout, tu vas les convaincre encore plus. Donc pas de magie à pratiquer sur le checkout. Par contre, pareil, il faut répondre aux objections, surtout celles auxquelles tu peux répondre le plus simplement possible et avec les champs qui te sont apportés. Typiquement, quand dans tes zones d'expédition, enfin tes différents tarifs d'expédition, que ce soit ton point relais, ta livraison standard ou ta express, tu communiques toujours le délai approximatif. Typiquement, tu cumules pas 50 prestataires de paiement différents, tu gardes quelque chose d'assez simple. Tu as des problèmes qui sont quand même connus sur l'affichage du sommaire de commande sur mobile, où les utilisateurs ne savent pas forcément que c'est là-bas qu'on rentre le champ de code promo. Donc, généralement, tu as des solutions qui te permettent de le mettre au panier et d'adapter. Mais tu vois, tu vas être au courant de ça au support. Certes, ce sera trop tard parce que tu as bon nombre de personnes qui n'ont pas fait appel au support et qui sont sorties de ton site avant ça, mais c'est des objections auxquelles tu vas pouvoir répondre et le but, c'est d'apprendre et de te servir aussi du rouage que tu crées pour apprendre au quotidien. Il y a un truc que je voulais dire, vraiment juste pour finir sur cette partie panier, ne soyez pas alarmés si vous avez 50% ou plus d'abandon de panier. Les gens, c'est quelque chose qu'on a compris avec le temps, en essayant de forcer l'achat, en disant toutes les personnes qui achètent au panier, elles vont forcément acheter sur mon site. Les gens ont l'habitude. J'ai appris ça aussi en regardant ma copine sur Shein, par exemple, se servent de leur panier pour sauvegarder leurs commandes pour plus tard, comme une wishlist ou une source d'inspiration. Et tu as beaucoup d'utilisateurs, notamment les nanas, au global, voilà, qui ont l'habitude d'ajouter au panier pour storer pour plus tard. Revenir dans un moment plus calme, je suis dans le métro, faut pas oublier, tu vois, comme tu l'as dit sur Pinterest, sur l'échange qu'on a eu la dernière fois, on a des utilisateurs qui viennent s'inspirer, découvrir. Et sur un site, on a des utilisateurs qui sont dans le métro, tu vois. On a des utilisateurs qui sont en train de traverser la route pour faire la queue à la boulangerie ou c'est passé leur tour quand ils sont passés à la caisse, ils se faisaient chier, c'était dans l'ascenseur, ils sont tombés sur ta pub, t'as dévié leur attention, mais ils ont eu un rappel à la réalité, ils ont ajouté au panier, ils ont fermé leur téléphone, ils reviendront plus tard. Il faut l'accepter. Il faut travailler avec ça et toujours se mettre un peu dans les bottes de ton utilisateur final et te dire que c'est pas un nombre sur un analytics de Shopify, mais c'est bien une personne comme toi et moi qui vit, qui a des problèmes tous les jours, qui subit la pluie, le beau temps et faut s'adapter. Et là-dessus, une question qui me vient, qui est reliée à ça, c'est comment tu fais pour maximiser le nombre de personnes qui passent de la page produit à la page ajout au panier en termes d'appel à l'action. Où est-ce que tu les places? Comment? Est-ce que typiquement il y a des bonnes pratiques à suivre, cette partie-là, appel à l'action? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Mais tu vois, un truc fascinant, typiquement, on s'est rendu compte dans la majorité des cas qu'un sticky à tout cart apporte pas de résultat supplémentaire. Ou alors, c'est assez faible. La différence est assez faible pour être négligeable ou complètement négligé. Pourquoi? Même principe. C'est qu'un sticky add to cart, il n'ajoute pas de niveau d'information sur ta boîte ou sur ton produit. Il ne te permet pas de mieux comprendre le produit ou de ridiculiser son prix au global. Il ne te permet pas d'aller choper la cible la plus difficile à convaincre de ta fiche produit. Il ne fait pas tout ça. Et donc, généralement, c'est même une mauvaise pratique dans certains cas. Bon, un sticky add to cart, c'est censé faciliter l'expérience, mais une personne qui veut acheter, elle trouvera ton bouton. Donc, il vaut plus se concentrer sur mettre toutes les cartes, les axes de mon côté pour que cette personne ait envie d'acheter plutôt que simplifier son parcours d'achat. Par la suite, on a même eu des trucs de ouf. D'ailleurs, je suis complètement à l'opposé. Après, je te jure, je réponds à ta question. On a eu des trucs où on a un bug sur le site. Une app s'est mise à jour, le système de variante ne marche plus. On a des utilisateurs qui arrivent à retrouver le lien dans les emails avec la bonne variante sélectionnée par défaut, ajoutée au panier quand même. Un mec qui veut ton produit, il l'achètera. Et ce que tu veux générer sur ton site, c'est d'avoir un marketing bien léché et que toutes les informations soient présentes pour avoir un maximum de personnes qui soient motivées, voire même ultra déter à acheter ton produit pour que ce soit une évidence pour eux. Ça ne se fait pas du jour au lendemain.
c'est des trucs que tu remets en question tout le temps, mais bon, on est dans un cycle où les choses, elles évoluent, on améliore de gauche à droite et on revient à chaque fois dessus, et ça dure des années. Ta question. C'était au niveau des Les call to appels à action. action. Ouais, exactement. Donc, où est-ce que J'ai répondu en première partie sur Yes. cette partie de où est-ce que je les place et est-ce que je dois mettre un call to action par bloc. Tu sais, à C'est chaque ça, fois. ouais. La réalité, c'est qu'il y a des standards déjà. En e-commerce, typiquement, ton add to cart, il est après tes variantes. Tu vois. Donc, tu le laisses où il est. Tu vois, déjà par défaut, tu n'essayes pas de gagner de l'espace en ayant un call to action qui soit sticky partout parce que ça risque justement de contredire ces comportements d'achat standards qui ont été définis sur le web, comme le fait que ton logo soit positionné dans le header. Tu vois. Maintenant, ce que je recommande quand même, c'est de ne pas multiplier les call to action qui ont des outcomes différents. Donc, des issues différentes derrière, parce que j'ai envie de proposer un chemin qui soit simple et évident à mon utilisateur. Une seule et unique issue. Il y a des évidemment, ça peut être contredit, mais la plupart des cas, j'essaie de donner une seule et unique route à mon utilisateur pour qu'il soit concentré sur est-ce que ce produit est fait pour moi, est-ce que je dois l'acheter maintenant ou pas. Pas qu'il y ait d'autres questions qui arrivent bizarres autour et qui peuvent complètement le défocus et changer son comportement d'achat et évidemment sur quoi il se concentre. Sinon, tu vois, tout peut être considéré comme un appel à l'action à l'heure actuelle. Ça peut être un bouton qui engage ton... Enfin, ça dépend où il est positionné. Je suppose qu'on parle là d'add to cart. C'est ça. Reste classique. Invente rien, tu vois. C'est pas la position de ton add to cart qui va déterminer sa performance ni sa couleur. C'est le fait qu'il se démarque et qu'il soit au même endroit que d'habitude. Et que toi, tu aies mis ton attention sur ton message et la personne à laquelle tu t'adresses au quotidien. Ta fondation de base. Tu vois. Ouais, complètement. Et dernier point, est-ce que tu aurais des astuces pour optimiser une page de blog pour qu'elle redirige au maximum vers la page produit en termes d'appel à l'action? Est-ce qu'il faut mettre justement quelque chose de sticky, un bouton sticky, ou est-ce que tu as d'autres pratiques? Parce qu'il y a des taux de rebond qui sont énormes là-dessus. Comment, du coup, améliorer cette partie-là? Pourquoi tu me poses cette question? Parce que sur Pinterest, sur une stratégie organique, on redirige pas mal vers des articles de blog. Ouais. Et derrière, on va les recibler en publicité pour convertir. Mais sur Premier Touchpoint, il y a des optimisations à faire pour... Ok. Donc tu te sers par exemple des 7 raisons pour lesquelles mettre du picon dans ma bière. Exact. Et après, est-ce que tu l'améliores cet article, toi, marketingement parlant, ou tu vas quand même rester sur cette première version d'article de blog c'est aussi la question que tu me poses. Non mais ok, je vais te répondre, j'ai mis l'astuce. C'est surtout des trucs qu'on a checkés, mais ça peut aussi varier en fonction de la marque. C'est-à-dire que mes astuces, elles ne sont pas forcément à prendre pour une marque qui a ranké ses articles de blog. Parce que généralement, c'est du trafic informationnel qui cherche de l'information pure et qui n'est pas là pour acheter ton sérum de repousse capillaire. Il est juste là pour connaître X manières d'entretenir tes cheveux ou de marier une routine capillaire avec un train de vie dans lequel je traverse la Suisse tous les jours. Tu vois. Donc, généralement, sur les pages, on va parler de transactions un petit peu plus tard, parce que toi, tu fais ça pour de l'éducation. Il y a aussi une recherche d'informations, mais à la fin, tu veux chercher ton achat. Bon, généralement, trafic organique, article de blog, je rebondis beaucoup. C'est pas des pages qui convertissent. Généralement, je conseille toujours, pour avoir du coup essayer de forcer l'achat sur ce genre de page, je conseille toujours de rester dans une démarche informationnelle. Accepter que ton cycle de vente sera plus long. Capturer du mail et continuer à travailler le prospect sur ce genre d'informations avec de l'information plus condensée dans lesquelles tu vas pouvoir au fur et à mesure glisser un lien avec toi, un lien avec ta marque, la raison pour laquelle tu as créé ce produit et qui peut être lié aussi à la situation dans laquelle l'utilisateur se trouve à l'heure actuelle. Créer justement cette phase d'identification et commencer à apporter ta solution. Celle à laquelle tu as pensé au fur et à mesure.
Ça, c'est ce que je conseille la majorité des articles de blog où on a des utilisateurs qui viennent chercher de l'information. La manière de le mettre en place, il y en a plein. Tu vois. Le problème des éléments sticky, généralement, sur les articles de blog, c'est que sur mobile, ils se retrouvent obligatoirement tout en bas de la page parce que tu as une place qui est quand même restreinte sur le contenu que tu vas assembler. Donc, généralement, on injecte des appels à l'action entre les gros blocs de l'article. Le pop-up, ça peut marcher. On varie généralement les pop-up blog des pop-up sites, donc du trafic plus qualifié qui arrive dessus. Ta réduction de 10% en welcome sur un produit que l'utilisateur ne connaît même pas, sans s'intéresser à sa problématique et lui apporter de la valeur dessus, ça ne marche pas sur un article de blog. Tout comme le fait d'injecter des produits directement. Il y a des encore une fois, exemples. Mais généralement, les contre-exemples sont prouvés par le fait que ton article est quand même plus ranké sur des problématiques ou des réponses transactionnelles, où l'utilisateur recherche une réponse à un besoin qui a été identifié. Et selon toi, après, ça c'était vraiment sur la partie SEO. Après, sur la partie PIN, justement, en fait, tu vas prendre mes conseils et tu vas adapter aussi ton champ d'opération plus informationnel ou plus transactionnel en fonction du type de trafic ou de son étape dans le funnel. Tu vois. Exact. Et selon toi, parce qu'il y a une notion dont on n'a pas évoquée alors qu'elle est quand même cruciale sur certaines typologies de marques, c'est comment maximiser le potentiel du storytelling d'un fondateur, typiquement. Je sais que tu accompagnes beaucoup. Tu vois, c'est typiquement le storytelling du fondateur est très appuyé, etc. Et quels sont les meilleurs endroits? Est-ce qu'il faut créer une page de notre histoire? Comment l'ajouter et l'instaurer dans les pages produits? Parce que c'est des arguments marketing qui sont très puissants. Donc, comment gérer ça? Ouais. C'est marrant parce qu'on peut dévier sur deux sujets. Le premier sujet qui répond pas du tout à ta question, mais qui est un truc auquel je pense, c'est que la majorité des marques, si vous reconnaissez, faites le test direct, ou surtout faites lire votre site à des personnes qui n'ont pas la tête dans le guidon comme vous l'avez sur votre propre marque. Généralement, les pépites, les informations les plus importantes qui doivent être présentes sur les pages qui ont la plus grosse valeur sur ton site, sont présentes dans ces pages de savoir-faire, notre histoire, notre processus de production, etc., etc., et ne sont pas mentionnés sur les étapes les plus visitées du funnel. Ces pages savoir-faire, etc., elles nous servent à nous, CRO, à aller piocher de l'info pour la remettre au bon endroit. Mais peu de gens les visitent. Même les utilisateurs les plus difficiles à convaincre, qui vont tomber sur ces pages-là par curiosité, c'est pas avec eux que tu vas générer ton chiffre d'affaires au quotidien. Par contre, ce que tu dois faire, c'est faciliter au maximum la vie des utilisateurs qui arrivent sur ces pages à forte valeur et leur résumer ça avec des choses qui visuellement impactent. On perd des fois des garanties de 90 jours sur un produit dans un bloc de texte de cette manière, résumé dans une méga description à l'intérieur de la fiche produit, et ne serait-ce juste de le remonter ou de le mettre en avant encore plus de manière visuelle, fait péter les perfs du site, tu vois. Et quelques pourcentages de conversion grattés tous les jours, en fait, c'est du profit en plus que je fais sur des années. Une marque comme Boku, elle est incarnée par son fondateur. Mais on n'achète pas un bidet parce qu'il y a William, tu vois. Les personnes s'attachent au personnage, il est marrant, et pour être sorti avec lui dans Paris, il donne le smile à des personnes qui l'ont déjà vu et qui le croisent dans la rue. Vraiment, il fait le sourire, moi, en tout cas, les peu de fois où on est sortis ensemble, il n'y a pas de haters, il n'y a que des gens qui respectent. Ils disent limite, beaucoup, moi je m'en fous, le produit ne m'intéresse pas, mais respect pour l'angle, le marketing et tout ce que vous avez fait autour. Donc c'est une marque qui est incarnée par son fondateur, mais qui a un branding ultra puissant. Et c'est ça qu'il faut respecter sur les pages et sur l'intégralité du funnel, plus que la gueule de William. Tu peux le faire apparaître et avoir un phénomène de répétition entre les créas pour plus de cohérence, mais ce qui va rester cool dans l'expérience globale de l'utilisateur quand il est en contact avec la marque, c'est de réussir à caler des petits mots-clés, des petits jokes, et rendre
un produit qui peut paraître chiant de base, complètement fun et délirant, en s'autorisant aussi à parler de choses qui peuvent être vraiment tabous ici. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire et c'est magnifique. Et donc oui, nous, quand on intervient sur Boku, c'est vrai que c'est important d'être dans le même mood. Et de penser à ces jokes quand on propose un design ou quand on réfléchit à une feature, tu vois. Et ça se fait de manière assez naturelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se fait aussi au marketing. William, en perso, comme sur les publicités, incarne vraiment la marque à 200%. Et limite, tu as envie d'arriver avec un meilleur jeu de mots que lui ou un truc dans le genre dans la marque, ce qui fait qu'au final, il y a des trucs de fou qui sortent tout le temps. Parce que genre les brainstorming ou les fois où on parle du produit, où on réfléchit aux composants, sont faites dans cet univers-là qui le permet. Et c'est ça qui est encore plus ouf, parce qu'on a des boîtes sur lesquelles, au contraire, il faut rester très carré, on ne fait pas de période de promotion, on appuie très peu en marketing, et c'est la ligne directrice de la boîte qu'on respecte totalement, et quand on peut se lâcher, on le fait. Tu vois. Ouais, il y a un degré à jauger entre les différents profils. Non, mais très clair. Et pour répondre du coup à la question, comment instaurer vraiment le storytelling en termes de section, justement, c'est reprendre des blocs dans page savoir-faire, notre histoire, et les intégrer dans la page produit, mais où ? Moi, je pense que c'est triste à dire, mais en vrai, la majorité du temps, les gens s'en foutent malheureusement de ton process de fabrication ou à quel point le fondateur il a visité les 4 coins du Tibet pour sourcer X poudre de je sais pas quoi. C'est important, mais ça arrive dans une phase 2. Donc, c'est généralement de l'information que tu vas caler. C'est un peu comme l'aspect bénéfice-fonctionnalité, tu vois. Moi, je le cale vraiment dans la partie fonctionnalité. L'utilisateur a compris ce que ce produit allait lui apporter. Maintenant, je vais ajouter des arguments pour lui certifier de la qualité, du niveau de recherche et de ce qui se cache derrière ce produit-là. Mais d'abord, il a compris et il est resté sur la page. Voire même, il est allé un petit peu plus bas parce qu'il avait de l'intérêt. Et en fait, cet intérêt, tu le déclencheras pas en lui montrant que le fondateur il a visité le Tibet. Par contre, tu augmenteras encore plus et tu le crédibiliseras pour de bon en lui expliquant ça par la suite. Donc, te prends pas la tête à essayer de le caler sur les phases hautes. Et typiquement, tu vois, sur Boku, pour reprendre l'exemple, d'abord, on fait de l'awareness, on suscite l'intérêt pour le produit. Et ensuite, on va mettre en avant, en scène, le fondateur. Et généralement, c'est toujours dans cet ordre-là qu'on le fait. Et puis, sur d'autres marques, ça peut s'illustrer par le fait que le fondateur est très présent sur la partie acquisition. Il crédibilise le choix du produit ou son expérience. Et du coup, une manière de faire intervenir le fondateur, c'est donner un petit tips sur l'application du produit. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment remonter sur la fiche produit parce qu'il permet de mieux comprendre ou de briser des objections qui sont liées à la manière dont je vais intégrer le produit dans ma routine ou dont je dois globalement l'utiliser. Mais toujours rester centré à la fin sur l'utilisateur final, sa propre compréhension du produit et pas essayer de trop vouloir se saucer sur son propre site parce que c'est pas pour ça que l'utilisateur achète. À la fin, les gens achètent pour eux et pour leurs problèmes. Complètement. Bon, merci en tout cas pour tous ces partages. Est-ce que tu aurais un mot de la fin ou en tout cas l'erreur ou les erreurs les plus courantes en 2 petites minutes que les personnes font quand elles se lancent justement ou quand elles essaient d'optimiser? C'est quoi vraiment les patterns que tu identifies qui sont vraiment mauvais pour le taux de conversion? Je pense que pour conclure, déjà, on en a cité plein. Allez fouiller vos pages de savoir-faire ou notre histoire que vous avez mis pour la plupart beaucoup de temps à rédiger. Il y a plein d'infos que vous pouvez aller chercher là-bas pour mieux structurer vos fiches produits et les arguments que vous avez à l'intérieur. On l'a dit sur la vidéo précédente, on va le rappeler ici. Surchargez pas votre funnel de vente, surtout au début. Concentrez-vous sur les variables qui créent votre boîte et n'ajoutez pas de fioritures qui peuvent avoir du sens plus tard, mais qui n'ont pas de sens dans une phase de recherche de marché. Concentrez-vous sur l'acquisition. Mettez un maximum d'énergie sur l'acquise parce qu'on ne fait rien quand on n'a pas encore stabilisé du trafic et validé son message. Et même si vous êtes break-even, vous arrivez quand même à avoir un flux d'utilisateurs qui arrivent sur le site et c'est à partir de là que vous allez pouvoir travailler au fait de l'améliorer, d'avoir plus de cohérence sur votre
sur votre discours, d'adapter vos prix, de tester des offres potentiellement et d'aller chercher de la croissance. Améliorer toujours votre funnel de gauche à droite. On part de l'acquisition, on améliore sa première page d'atterrissage ou ses landing pages, puis son panier. Et puis, dès qu'on commence à restagner, on revient sur l'acquisition et on envoie les bouchées doubles où on croise une nouvelle source de trafic qui nous permet de débloquer une nouvelle étape et de revenir sur les étapes suivantes pour les améliorer jusqu'à la logistique et jusqu'à revenir sur ces étapes là-bas. On essaye d'être le plus concentré possible et généralement, c'est comme ça qu'on a du résultat. On se remet en question, on lâche rien et puis ça va le faire. Exactement, ça va le faire. Bon, bah, top. Merci Thomas pour tous ces partages. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Thomas ? On peut me retrouver sur YouTube. Globalement, c'est la seule plateforme sur laquelle je publie du contenu. Pourquoi ? Parce que c'est le format avec lequel je suis plus à l'aise. Je m'éclate à faire ça depuis longtemps. Et ouais, c'est vraiment l'endroit principal. Alors évidemment, si tu m'envoies un message sur Insta, je le verrai, je te répondrai. Pareil par email, thomas@the-deployer.fr. Mais si tu veux suivre un peu nos aventures, nos conclusions, ce qu'on fait comme constat au quotidien auprès de nos clients sur des dizaines de tests qu'on lance sur des boutiques de plus en plus grosses, eh bien c'est sur YouTube que ça se passe. Allez checker ça, il y a beaucoup de vidéos, dont une vidéo qu'on a tournée ensemble au sujet de Pinterest. Donc encore merci Thomas et on se retrouve dans les prochaines vidéos. C'était Luc et Thomas. Ciao. Ciao, ciao.